Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette rencontre matinale autour des perspectives de développement international des auteurs francophones. Nous sommes très heureux d'accueillir Katia et Iris de Drame Éducation, Silver et Lionel de Texte en cours et Bruno du collectif Bande Infinie pour nous parler donc de leur manière de travailler et pour ouvrir des perspectives sur cette thématique. Je vais tout de suite passer la parole à Iris et Katia pour qu'elles nous parlent de Drame Éducation et du projet qu'elles mènent dans la structure. Bon, eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour être assez succincte, d'aller assez vite, rapidement, Drame Éducation, c'est le Centre international de théâtre francophone en Pologne et qui a un double objectif, c'est de travailler avec le théâtre professionnel francophone et l'éducation. Donc, l'objectif principal de Drame Éducation, c'est de faire la promotion de l'apprentissage du français à travers le théâtre et par ce biais, la promotion des écritures contemporaines francophones. Donc, nous sommes, pour que ce soit assez global, nous sommes présents dans près de 43 pays. Nous faisons la promotion des écritures contemporaines via des résidences d'écriture que nous organisons en Pologne. Mais bientôt, on va en organiser une dans un autre pays et ça, je vais en parler un peu plus tard. Par la suite de ces résidences, donc 10 auteurs se retrouvent en résidence et écrivent chacun une pièce de théâtre de 10 pages avec 10 personnages. Donc, ils se retrouvent ensemble, 10 auteurs, dans un lieu assez prestigieux en Pologne pendant 2 semaines, pendant 10 jours, on va dire. Il y a 2 week-ends où, on va dire, ça boit. Hein, et puis, 5 jours par semaine où ça travaille. Si on y arrive, si on est un peu plus frais après le week-end. Et par la suite, donc, ces textes sont publiés dans des recueils, dont voici. La dernière résidence fut la résidence Molière, donc la réécriture des pièces de théâtre de Molière en partenariat avec la Comédie Française. Ce livre, il est édité, les 10 pièces de ces 10 auteurs sont réunies dans ce recueil, puis envoyées et diffusées dans les pays avec lesquels nous coopérons, notamment les ambassades de France, les instituts français, les alliances françaises et les associations de professeurs de français, etc. Et ce sont des textes assez particuliers car ils sont écrits à destination des jeunes qui apprennent le français à travers le théâtre. Voilà. Donc des jeunes non francophones, mais tout aussi bien francophones puisque ce sont des textes de théâtre de qualité écrits par des auteurs professionnels. Hein, Voilà, donc ça, c'est le but. Et ensuite, quand les pièces sont envoyées au sein des ambassades, par la suite sont diffusées auprès des professeurs, et ces professeurs créent ces textes, enfin, les montent en spectacle par les jeunes. Donc les jeunes jouent ces pièces de théâtre et ensuite les montrent lors des festivals de théâtre que nous, en Drame Éducation, nous accompagnons dans leur création, puisqu'à ce jour, nous avons environ 5 festivals de théâtre 10 sur 10 dans plusieurs pays. Et là, ça va encore plus loin, puisque l'année prochaine, on aura à peu près 10 ou 15. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que les auteurs de théâtre francophones s'investissent dans le projet du programme 10 sur 10 pour écrire des pièces à destination des jeunes non francophones qui apprennent le français. Et par la suite, lors des festivals de théâtre que nous organisons partout dans le monde, on essaie de faire venir les auteurs lors de ces manifestations pour rencontrer les jeunes après leur spectacle, pour que la rencontre puisse avoir lieu, le partage, l'échange, etc. Donc c'est un projet qui crée en fin de compte un échange humain entre les jeunes, les professeurs, les auteurs et aussi d'autres personnalités du théâtre francophone ou du milieu éducatif. Voilà, et ça, partout dans le monde. Donc, pour vous donner une idée, nous, on est présents en Pologne, mais les festivals ont lieu en Tunisie, en République tchèque, en Slovaquie, au Brésil, aux États-Unis, et j'en passe, au Sénégal, etc. Et ça va encore plus loin en Europe de l'Est, en Afrique et en Amérique. Voilà. Merci beaucoup pour cette première introduction de Drame Éducation et de 10 sur 10. Je vais vous laisser présenter Texte en cours, nous parler un petit peu du projet, de comment ça s'est mis en place pour vous. Bonjour. Je vais déjà introduire notre festival.
Texte en cours est né en 2013 et repose sur un principe proche du jamais lu au Québec et Canada. On s'en inspire en fait. Le principe étant que nous faisons un appel à projet auprès d'une jeune génération de 18-35 ans, de jeunes auteurs ou vraiment très jeunes auteurs en France et pays francophones, sur un principe de texte non fini. La sélection se fait sur des textes non édités, non joués. Donc c'est ouvert à un très large public. Et nous tentons de mettre en avant et d'accompagner ensuite le travail de ces jeunes auteurs sur leurs textes et de le présenter au cours du festival à un public auprès duquel ils peuvent avoir des retours et pour pouvoir avancer, continuer, voire finir leurs textes. On est implanté à Montpellier. Et à ce jour, on a pu accueillir près de 80 auteurs français et francophones, avec une ouverture beaucoup avec le Canada, mais aussi avec les pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Et à ce jour, on en est à développer également d'autres pans du festival. Mais ça, je vais laisser la parole à Lionel pour en parler un petit peu. Oui, bonjour. Alors c'est aussi intéressant que nous soyons avec Drame Éducation. Aussi, le sujet de la diffusion des textes auprès des scolaires, des écoles, est quelque chose qui nous intéresse à Texte en cours. Et on est en partenariat avec le festival francophone Youth Theater de Chicago, avec Lisbonne et avec Rome, avec l'idée de développer aussi des sortes de parrainage-marrainage entre des classes et des auteurs. C'est en discussion aussi avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir diffuser auprès des professeurs le théâtre francophone contemporain en vue de découvrir les cultures et de découvrir les langues auprès, par exemple, de la langue française auprès des primo-arrivants, ce qui s'appelle les primo-arrivants, les élèves qui arrivent en France depuis peu de temps. Donc c'est en développement avec aussi des projets de MOOC à destination des enseignants. Voilà, on est aussi, je pense que c'est le mouvement général qui est poussé déjà par une volonté politique de vouloir faire que le théâtre soit employé comme un outil pédagogique, éducatif, didactique auprès des apprenants, des élèves non francophones à l'étranger. Et voilà, c'est pour ça que je suis très heureux que nous soyons ensemble pour pouvoir discuter aussi de ces éléments-là. Merci à tous les deux. Et donc Bruno, alors Bruno c'est particulier, c'est pas de la diffusion, mais on voulait valoriser une manière de travailler puisque le focus c'est aussi une manière de dire qu'ensemble on est plus fort et surtout qu'on sait que la question des auteurs c'est quand même assez, les auteurs de théâtre c'est assez difficile parfois pour eux de travailler et d'avoir des bonnes conditions de travail on va dire, donc on voulait valoriser une manière de travailler en collectif. C'est un collectif français et pas international, mais on trouvait ça intéressant de parler de cette manière de collaborer ensemble pour être plus fort et développer les projets autrement. Donc je vais te laisser présenter le collectif. Oui. Bande Infinie est une troupe d'auteurs et d'autrices de théâtre. Si vous voyez le cycle de l'infini, vous le retournez et ça vous fait un 8. Donc on est 8 personnes à l'intérieur de ce collectif et on s'est réunis sur cette idée déjà au départ de rejoindre des solitudes, puisque le travail d'écriture est un travail très solitaire. Donc au début, on se retrouvait juste pour discuter, échanger sur les conditions de travail, sur les questions de financement, sur le temps de travail, sur la façon de travailler, sur les méthodologies des uns et des unes. Et puis est né un projet qui était un projet qu'on a appelé audiomatographie. C'est-à-dire, en fait, ce sont des formes de dramatique radio
qui sont diffusés dans des scénographies particulières. Donc, c'est-à-dire que voilà, un auteur ou une autrice va écrire un texte que majoritairement les autres auteurs ou autrices, puisqu'on est tous à la fois écrivains et acteurs ou actrices, et vont jouer, ou les troupes des compagnies, puisque chaque personne a en général une compagnie, va prendre en charge pour créer l'œuvre sonore. Et ensuite, on va chercher et trouver des endroits de diffusion pour ces pièces-là. Voilà. Donc chaque pièce va être écrite pour qui une salle de bain, qui une voiture, qui une chapelle, qui dans la rue, etc. Voilà. Et c'est aussi essayer de trouver voilà, une autre façon de s'exprimer, une autre façon de créer des œuvres. Et voilà pour le début. Merci. Alors juste, je vais vous poser une petite question en plus sur Texte en cours, puisque je sais que depuis cette année, il y a un partenariat avec le lieu de création contemporaine La Baignoire, qui permet de développer l'accompagnement que vous faites des auteurs et des textes en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je l'ai. Alors, donc depuis un peu plus longtemps que cette année, on est en... Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour signaler que c'est un allié de longue date. La Baignoire, lieu des écritures contemporaines à Montpellier, dirigé par Béla Tsoupone. Et donc, depuis quelques années, 4 ans peut-être, on a décidé, puisque texte en cours, si on se dit si on est en cours, c'est qu'à un moment donné, le texte sera achevé. Et qu'est-ce qu'on fera entendre, et comme on a la volonté de soutenir les écritures et les auteurs, on a décidé de faire un suivi de texte ou suivi d'auteur. Et donc, chaque année, on fait entendre un texte dans sa totalité, l'année après le festival, avec un texte tiré de la sélection précédente. Cette année, nous avions eu... je te laisse présenter. Oui. Oui, pour aller dans ton sens, Gabriel, c'est que cette année, c'était la première fois que nous proposions avec La Baignoire une coproduction sur la présentation d'un spectacle, puisqu'un des textes de l'édition précédente est devenu vraiment un spectacle. Au-delà d'être un simple texte, mais un texte juste fini et à faire entendre, c'était devenu un spectacle. Donc on a pris l'initiative de faire venir la compagnie, l'auteur et metteur en scène du texte, et de le présenter avec La Baignoire en coproduction à la Bulle Bleue, qui est aussi un lieu de spectacle et de diffusion à Montpellier. Et c'était donc le texte de Guillaume Lambert, Petits effondrements du monde contemporain, que nous avons pu faire venir, et nous étions très heureux de cette initiative. Merci. Est-ce que, pour rentrer dans le concret, est-ce qu'on peut parler des conditions proposées aux auteurs par les uns et les autres ? Est-ce que, au niveau des financements, de l'accompagnement, du suivi des droits d'auteur après, quels sont les cadres et propositions qui leur sont faites ? Et comment développer, financer ces projets et développer les conditions d'accueil ? Peut-être comment ça se passe pour chacun d'entre vous ? Déjà, bonjour. Pendant les résidences d'écriture, déjà, on accueille 10 auteurs. 10 auteurs des pays francophones tout à fait différents. Donc, chaque année, il y a des auteurs venus du Québec, des pays d'Afrique, de Suisse, France, Belgique. Du coup, là, dans le public, il y a un auteur français, Thierry Simon, qui est présent là, donc, qui était pendant la résidence d'écriture à Chiracouf. Donc déjà, tout ce qui est conditions d'accueil, donc pour les résidents d'écriture, chaque année, on essaye de proposer un autre lieu très différent et un lieu prestigieux en Pologne. Donc ça peut être une mine de charbon, ça peut être un château médiéval, voilà, des lieux vraiment très différents qui inspirent les auteurs, qui donnent de la motivation d'écrire pour les jeunes, pour les jeunes non francophones. Pour les conditions d'accueil également, pendant les résidences, ils sont pris en charge
tout ce qui est logement, les repas, etc. Pendant l'écriture, on les accompagne dans l'écriture et également on invite le public différent pendant les résidences d'écriture pour organiser une sorte de rencontre pour que les auteurs voient avec quel public ils travaillent. Donc ce sont les jeunes, par exemple l'année passée, on a invité les jeunes polonais de venir, les professeurs de République tchèque qui sont également venus pour échanger avec les auteurs. Parce que c'était la résidence très particulière parce que c'était consacré au Molière. Également, il y avait la Comédie Française qui était présente pendant les écritures. Donc ça fait que pendant toute la journée, donc l'auteur était libre, a découvert l'endroit, écrire, enfin dans son rythme. Après les soirs, il y avait des rencontres organisées. Et là, on échangeait, on discutait sur la façon d'écrire, voilà, sur la façon d'approcher le sujet, peut-être quelques particularités dans la forme ou le rythme, parce que c'est vrai que les pièces 10 sur 10, ce sont les pièces particulières, parce que c'est destiné aux jeunes qui apprennent le français, donc le texte doit être les répliques très rythmées, courtes, une bonne distribution de personnages. Et voilà, c'est sur les résidences d'écriture. Tu as des choses à rajouter sur le déroulement de la résidence? Voilà, après la publication des textes, comme Iris a déjà dit, il y a des festivals qui sont organisés dans le monde entier. Et nous, on œuvre pour que les auteurs puissent venir au festival pour rencontrer les jeunes et voilà, qu'il y ait des échanges qui se créent. Donc il y a là par exemple au Sénégal il y a 6 auteurs qui ont écrit des pièces 10 sur 10 qui sont venus, en Arménie, en Bulgarie également. Pour chaque festival il y a des auteurs qui viennent, donc ils sont invités, etc. Et donc tu as évoqué la Comédie Française. Je sais qu'il y a un partenariat qui a été mis en place depuis cette année il me semble. Et donc aussi par rapport au festival, je sais que chaque année il y a de nouveaux festivals 10 sur 10 dans le monde entier, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces deux aspects sur la Comédie Française et les nouveaux festivals qui se créent et tout le potentiel que ça amène aux auteurs, parce qu'on c'est quand même assez prestigieux et on sait que c'est une belle résonance pour leur travail. Eh bien, pour Molière, quand on a décidé avec Yann de faire réécrire les pièces de Molière, c'est parce que nous, on voyage énormément, on rencontre beaucoup de jeunes, même de nombreux petits festivals de théâtre, etc. Et c'est vrai que parfois, on voit des pièces de Molière jouées, mais c'est dans des conditions assez... difficile, quoi. Les jeunes, ils n'y arrivaient pas. Enfin, les professeurs, mais ils recherchent aussi beaucoup de textes de théâtre, quoi. Donc, on s'est dit, ce serait intéressant, en fin de compte, de proposer aux auteurs un challenge, de réécrire les pièces de Molière en format de 10 pages et 10 personnages. Ben pour ça, on s'est dit, on va contacter la Comédie Française. Et on les a contactés et ils étaient assez à fond. Ils ont trouvé l'idée super. On a eu un premier rendez-vous à Paris dans la maison. Et à partir de là est arrivé donc, le partenariat, les échanges, etc. Comment on allait évoluer dans ce projet. Et donc, sur la sélection des textes, des auteurs en tout cas, la Comédie Française choisissait, nous proposait 4 auteurs de leur réseau. Et nous, on lançait l'appel à candidature à un public plus large d'auteurs dans notre réseau, donc les 6 autres. Ensuite, dans ce partenariat de la Comédie Française, c'était effectivement l'accompagnement des textes sur place pendant la résidence. Donc, quand Laurent Molaisen est venu en résidence, pendant les lectures, il a apporté beaucoup d'éléments pour, sur la forme, sur le fond même des personnages des pièces de Molière, dans le Tartuffe, l'Avare, etc. Donc ça, c'était super pour les auteurs et même pour nous, parce que moi, j'ai lu Molière, mais il y a des choses, c'était assez compliqué. Il y a 10 pièces, et pour toutes les lire, la Comédie Française est vraiment spécialisée dans les pièces de Molière. Donc c'était super intéressant pour les auteurs. Par la suite, ce qui est intéressant aussi avec ce partenariat de la Comédie Française, c'est qu'eux, ils proposent, donc ils ont proposé cet accompagnement pendant la résidence, mais ils ont l'intention de faire jouer les pièces 10 sur 10 à la Comédie Française par la troupe de la maison de Molière. Donc ça, c'est extraordinaire au niveau de la visibilité pour l'auteur qui était là en résidence, puisque son texte 10 sur 10 va être joué sur scène par des acteurs de la Comédie Française à Paris. Par la suite, la Comédie Française va aussi faire une diffusion
une promotion de ces textes-là en Île-de-France dans son réseau de jeunes, parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'éducation, ils font venir beaucoup de jeunes, de classes, etc. Donc voilà, la diffusion des textes, des livres, voilà. Donc c'est vraiment un gros projet à Paris, en fait, avec Molière. Et par la suite, et ça c'est encore en discussion, mais il y a l'idée aussi de créer un festival 10/10 Molière à la Comédie Française. Donc pour des jeunes qui veulent monter ces pièces de théâtre-là, vont certainement jouer sur la scène à la Comédie Française, qui est assez extraordinaire. Voilà, ça c'est pour la Comédie Française. Ensuite, la deuxième question. C'était par rapport au festival 10/10 dans le monde entier. Chaque année, il y en a des nouveaux, et c'est vrai que c'est assez fabuleux comme visibilité pour les auteurs et aussi pour les jeunes. Et pour cette mise en réseau... Oui, alors c'est vrai que les festivals se développent à une vitesse énorme parce que le programme 10/10 est un programme, on va dire, assez complet, puisqu'il y a les textes, certes, mais nous, il faut qu'on fasse la diffusion, il faut qu'on puisse dire aux jeunes et aux professeurs de monter ces textes. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on a commencé, l'écriture contemporaine n'était pas du tout dans les festivals de théâtre au début. Donc nous, il nous a fallu vraiment nous battre pour pouvoir proposer et dire aux professeurs, regardez, il y a un texte super. Et en général, ils montaient souvent Le Petit Chaperon Rouge ou Le Petit Prince, etc. Tout ce qu'ils pouvaient trouver, en fait, ou des textes sur Internet, etc. Lucie leur expliquait que c'est un auteur qui l'a écrit, qu'il est vivant, qu'il est possible de communiquer avec lui, de partager des choses, etc., de lui poser des questions et de le rencontrer. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Quand ce boulot-là a été fait, et ça grâce à des formations qu'on fait, donc on organise des masterclass, des formations partout, pour pousser les professeurs à comprendre pourquoi il est intéressant de monter ces textes, parce que les textes sont courts, parce que ça parle des choses d'aujourd'hui, de l'actualité, les auteurs, voilà, même Thierry pourrait vous en parler, sur des thématiques qui correspondent aux jeunes d'aujourd'hui, non pas quelque chose d'assez ancien. Même les Molière, la réécriture des pièces de Molière sont assez intéressantes parce que les auteurs ont complètement renversé l'idée des pièces de la VAR par quelque chose de ultra moderne, quoi. Donc par exemple la VAR, ou même la VAR se déroule par exemple dans la tour de Trump, quoi. Trump Tower, quoi. Donc il y a des choses, c'est super pour les jeunes, ils vont dire waouh. Bon, alors après on va en discuter, c'est un débat aussi, hein, je pense, mais on en a eu beaucoup. Donc voilà, donc c'est vraiment pousser les jeunes à s'intéresser. Donc les festivals de théâtre, quand on monte les festivals dans les pays, c'est permettre aux jeunes justement de présenter leur travail à l'année, parce que c'est un gros travail, autant pour les professeurs. Et pour les auteurs, ce que ça leur apporte, évidemment, c'est d'aller dans un autre pays, rencontrer une autre culture, rencontrer des jeunes, rencontrer tout un réseau même d'autres auteurs qui n'ont pas pu rencontrer même en résidence. Donc parfois, voilà. Et ce qui s'est passé aussi à Dakar, quand il y a eu le festival à Dakar en mars dernier, c'est que ce qui était intéressant, c'est qu'il y a même des auteurs qui n'ont pas eu l'occasion de voir leur pièce 10/10 jouer. C'était la première fois. Et c'est là, en voyant les jeunes sur scène, qu'ils se disent « Ah, mais si j'avais su, effectivement, là, ce personnage, j'aurais plutôt changé cela. Ah, je vois que centraliser plus un personnage alors que les autres... » Voilà, ils se posaient énormément de questions sur l'écriture elle-même. Donc, c'était très riche et très enrichissant pour eux. Et pour nous aussi, même, parce qu'après, nous, on développe aussi de plus en plus les résidences sur la manière dont on les anime. Voilà, donc ça c'est sur la richesse, je pense, artistique pour l'auteur, le fait de rencontrer d'autres auteurs, de se créer des contacts, etc. Il y a plein d'auteurs qui montent après plein de projets en dehors de 10/10 parce qu'ils se sont rencontrés, soit en résidence, en festival, etc. Ensuite, l'intérêt aussi pour les auteurs d'aller dans ces festivals-là, c'est que nous, on pousse aussi la traduction des pièces de théâtre des auteurs dans les langues de ces pays même. Et il y a eu plusieurs cas d'auteurs de pièces qui en dehors de 10/10. Des pièces de théâtre qui durent 1 heure, que les auteurs écrivent généralement. Mais ça, c'est aussi un gros travail, nous, derrière, parce qu'il faut qu'on pousse les gens à traduire. Donc ça, c'est un autre programme. Mais par exemple, il y a eu des textes qui ont déjà été traduits en arménien,
donc en polonais, voilà, donc en albanais. Donc voilà, donc c'est quelque chose aussi qui permet aux auteurs de pouvoir se développer et être traduits dans d'autres langues. Par rapport aux droits d'auteur, parce que je crois que c'est ça qui intéresse aussi les auteurs. Comme le livre, c'est-à-dire les auteurs écrivent les pièces de théâtre en résidence, donc nous on assure la publication tout de suite du texte. Évidemment, avec, si le texte ne passe pas forcément, on va le retravailler ensuite en résidence, voilà. Mais c'est vraiment la condition, c'est le livre. Parce que l'objet, c'est quelque chose, pour nous, c'est très important qu'on ait encore l'objet, que les jeunes puissent avoir quelque chose à feuilleter, etc. Et nous, on pousse à la vente des livres, à ce que les livres soient diffusés, l'objet même. Donc, il y a effectivement une part des droits d'auteur sur le livre, qui n'est pas grand-chose, mais au moins, il y a ça. Voilà, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. C'est juste pour dire que même si pour les représentations, il n'y a pas de droit d'auteur parce que ce sont les lycéens, donc ce sont les écoliers qui montent des textes, ce ne sont pas des professionnels, quand même, le projet, ça débouche sur d'autres partenariats qui permettent de toucher les droits d'auteur. Par exemple, l'année passée, on a eu le partenariat avec RFI. Et donc, les textes, là, actuellement, une fois par mois, un texte 10/10 du tome 5 qui est diffusé. Donc il y a, je ne vais pas parler du réseau de RFI parce que c'est super, c'est gigantesque et tout. Voilà. Et donc à partir de cette diffusion là des textes à la radio, donc ils peuvent toucher les droits d'auteur. Donc voilà. Et comme Eris disait, il y a des traductions. Après, il y a aussi d'autres projets quand un auteur vient d'un tel pays. Il y a des jeunes qui montent les textes et tout. Il y a aussi d'autres projets dans des théâtres professionnels qui se créent ensuite. Donc, par exemple, il y a Unterbelge qui est là en ce moment, et il y a un projet en Bulgarie, en Pologne, voilà, pour une mise en scène dans un théâtre professionnel. Donc, et à partir de ça, voilà, ce projet-là, ça donne aussi la possibilité aux auteurs de trouver d'autres publics et d'autres solutions. Voilà. Merci. Bruno, je vais te passer la parole. Donc, Katia et Iris nous disaient qu'effectivement, la rencontre lors de la résidence aussi permet de créer une famille 10/10, un réseau et d'autres manières de travailler ensemble et de créer des projets. Est-ce que ton expérience en collectif, il y a aussi ce regard bienveillant sur les textes des autres, des temps de lecture, quelle est la manière avant la diffusion dont tu nous parlais, de regarder les textes des autres et d'être collectif? C'est surtout aussi les grands débats, les grandes questions qu'on va avoir, ça va vraiment être sur le statut de la personne qui écrit, la façon dont on écrit, le pourquoi, comment, quelles conditions financières on exige, comment on voit notre métier, comment le rapport avec le plateau. Voilà, qui sont vraiment des questions très spécifiques où on est en règle générale seul à se les poser et où là on va en tout cas confronter les réponses qu'on donne, à la fois celles qu'on aurait envie dans l'idéal et puis la confrontation au réel. Après, une fois que par rapport aux textes, quand ils sont écrits et qu'ils sont travaillés pour être ensuite enregistrés, là, c'est beaucoup plus un rapport classique de troupe qui se crée où on avance ensemble sur le projet artistique. Mais c'est vraiment en amont sur cet endroit spécifique du métier d'écrire un texte à trous, un texte de théâtre, un texte qui va être qui doit laisser la place aux acteurs, aux actrices, aux metteurs et metteuses en scène. Et puis ce qui est aussi pour nous assez important, et notamment parce qu'on rentre tous dans le système de l'intermittence, c'est que le fait d'être plusieurs permet aussi de faire un relais d'énergie. C'est-à-dire que c'est il y en a un ou une qui pendant un mois va mettre plein d'énergie parce qu'il a vraiment envie de faire avancer le projet, et puis le temps ou la fatigue le rattrape un peu, et puis quelqu'un d'autre reprend la main à ce moment-là, et ce qui fait que le projet avance tout le temps
Voilà, en fonction de chacun. Moi, j'ai fait pas mal de prises de rendez-vous là en début de cette année. Et puis en mars, au bout de 10 refus, de 10 rendez-vous avec l'administration française, où tu as juste envie de tout jeter à la tête de tout le monde, bah, tu t'arrêtes. Et là, c'est un autre qui prend la place, et puis qui prend les rendez-vous et qui continue. Et voilà, et on se relaye comme ça, petit à petit. Donc c'est aussi on se repose beaucoup les uns sur les autres, avec une très grande confiance voilà, c'est toi qui fais avancer le projet maintenant, et tu vois où ça va. Et tu vois comment ça peut bouger et aller à un endroit un peu différent. Voilà. Et c'est aussi justement en avançant qu'on se pose des questions sur voilà, quel moyen de diffusion, quelle façon de créer de la rencontre avec du public, etc. Donc c'est vraiment un partage de savoir et de compétences et une réflexion sur qu'est-ce que c'est être auteur de théâtre aujourd'hui et quelles sont les conditions souhaitées, la réalité du terrain et comment faire évoluer les choses, quoi. C'est une réflexion voilà, et donc en lien avec les institutions, si je comprends bien, pour essayer de les sensibiliser à ces questions-là, c'est ça ? C'est ça. Puis c'est un partage de réseau aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, on a fait une demande pour la Chartreuse. Un des membres du groupe a rencontré les équipes de la Chartreuse pour leur présenter le projet. Une autre personne est allée en rendez-vous administratif pour voir comment ça se passait. Et c'est une troisième équipe qui a fait la demande, qui a rempli tous les papiers. Et c'est une quatrième personne qui s'est occupée du planning et de trouver parce qu'alors on passe notre temps évidemment à faire des framadates ou savoir quand est-ce qu'on est disponible, qui peut, à quel moment. Et donc ça prend beaucoup de temps aussi, ce poste-là, d'arriver à réunir les autres. Et voilà. Et on s'est réparti les tâches comme ça à quatre. Voilà, en fonction des énergies. Et là, pareil, pour le festival, il y a 3 des auteurs et des autrices qui sont sur le festival, mais qui sont qui en répétition, qui en train de jouer là en ce moment. Donc voilà, du coup, c'est moi qui viens, parce que on se relaye comme ça. Merci. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à Texte en cours, parler des conditions d'accueil des auteurs, du développement du projet, je crois que c'était la 5e édition cette année, si je ne me trompe pas. 7e. Oups. Mais donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tout ça et sur comment vous organisez tout ça. Et est-ce que c'est du partage de compétences ? Est-ce que financièrement, il y a des choses qui sont prises en charge, d'autres pas. La communication qui est faite autour et la visibilité aux auteurs, parce que je sais que justement, l'enjeu, c'est aussi d'accompagner des jeunes auteurs, donc qui n'ont pas forcément le réseau et la visibilité. Donc là, vous avez parlé déjà de la mise en réseau avec 2 salles de Montpellier qui sont assez visibles, identifiées sur la création contemporaine. Je vous passe le relais. Sur le fonctionnement, nous, on se propose comme étant un terrain d'expérimentation de possible pour les jeunes auteurs, de tentatives, en fait, d'essais sur leurs textes, puisque ces textes sont en cours. La proposition, c'est que pendant 4 à 5 jours de festival, on fait entendre 3 textes de 3 auteurs différents par jour, ce qui fait que chaque auteur est entendu une fois dans le festival sur un extrait d'à peu près 30 minutes de texte, dans la mesure où de toute façon les textes ne sont pas finis et que c'est plus intéressant de donner envie au public de découvrir un peu plus et de revenir aux auteurs que de tout leur donner sur un texte qui de toute façon n'est pas fini. On fait appel... Alors oui, ce qu'on trouve important, c'est de faire venir les auteurs, évidemment, puisqu'on fait ça pour eux et avec eux. Donc on prend en charge leurs déplacements et logements. Après, on fait avec nos petits fonds, puisqu'on a quelques aides de la ville et de certains lieux qui sont partenaires. Et cela est tout juste pour pouvoir justement permettre aux auteurs d'être présents. Mais on tient absolument à leur venue, parce que c'est aussi pour eux
dans la mesure où ils ont besoin de déjà entendre pour la plupart leurs textes pour la première fois lus en public et d'avoir des échanges avec le public. Dans le déroulé, j'essaie de faire un peu bref, mais dans la sélection déjà, en fait, on lit de façon anonyme les textes. On demande aux auteurs de nous envoyer 2 versions, une anonyme et une avec nom, et on lit les textes anonymés que l'on redistribue à un entourage que l'on appelle des lecteurs consultatifs, à qui on donne un pourcentage du nombre de textes qu'on reçoit et qui nous font des retours dessus, ce qui nous permet, avec Lionel, d'avoir d'autres retours et de pouvoir s'appuyer dessus pour aller dans un sens ou dans un autre. On n'a pas de critères de sélection, on ne part pas sur des thématiques, sur des styles, etc. C'est plus, on part sur des coups de cœur. Oui, non, sur le choix des textes en eux-mêmes. Mais là, oui, c'est ce que je disais au début, on est sur une génération de 18-35 ans. Mais dans le choix, ensuite, ça c'est pour l'appel à projet, mais dans le choix des textes en eux-mêmes, il n'y a pas de critères spécifiques. Et d'ailleurs, on n'est pas en concours, on ne gagne pas de prix, on ne met pas, on n'a pas de financement par la suite pour les auteurs. Par contre, on tente du mieux possible de créer un réseau. Donc on fait appel à des lieux de résidence, à des maisons d'édition. Je ne vous cache pas que c'est difficile de faire venir tout ce monde-là parce que notre terrain de jeu, ce sont quand même des auteurs absolument inconnus ou peu connus sur des textes pas encore connus. Donc c'est un travail de fond extrêmement lent et difficile. C'est pour ça que c'était notre 7e édition, mais qu'on est toujours on commence à avoir beaucoup plus de crédit qu'au début, évidemment. Mais le travail est très long. Et là où on est heureux, c'est de voir l'impact un petit peu au fur et à mesure des années de certains auteurs qu'on a eus dans les premières éditions et qui en sont aujourd'hui, pas forcément grâce à nous, mais en tout cas dans un endroit d'accompagnement, qui en sont à être diffusés, voire publiés, joués pour la plupart. Je ne sais plus où je voulais en venir. Ah oui, et sur le moment du festival, on propose aux auteurs soit de lire eux-mêmes leurs textes, soit de solliciter, nous, des comédiens ou comédiennes de la région pour prendre en charge leurs textes. Et on a souvent une proportion assez égale entre les auteurs qui lisent et les auteurs qui laissent les textes lus. Ça nous permet aussi de mettre en avant des professionnels de la région et de faire des rencontres et des tissages de liens entre toutes ces personnes. Voilà. Si je peux poursuivre Oui. aussi. Je voulais juste poser une petite question. Est-ce qu'après, quand la lecture a été confiée à des lecteurs et que l'auteur n'est pas intervenu, est-ce qu'il y a un temps d'échange justement sur comment ils ont ressenti le texte par rapport à la mise en lecture après, puisque l'auteur n'est pas intervenu? Comment se passe le retour d'expérience pour l'auteur? Et est-ce que le texte peut évoluer à la suite de ça? Alors justement, sur le déroulé en lui-même du festival, chaque soirée se passe dans un lieu différent et qui, à la base, est plutôt des lieux non dédiés au spectacle. Donc on fait ça dans des brasseries, dans des bars, dans des restaurants, dans des jardins. Et depuis quelques années, on est en lien avec des lieux de spectacle qui nous proposent le hall du théâtre, etc. En tout cas, des lieux où le lien, la rencontre peut être plus simple et pas institutionnalisé, un peu avec un rapport public et saine. Et en plus, on propose d'avoir accès à une restauration ou à un bar, puisque il y a un laps de temps entre chaque texte de 30-40 minutes où les gens peuvent se restaurer et où l'échange peut être beaucoup plus simple. Et depuis qu'on fait ça, depuis le début en tout cas, on se rend compte qu'effectivement le public se sent plus légitime quelque part d'aller prendre la parole d'aller s'adresser à l'auteur et d'échanger avec lui. Et évidemment, il y a une grande demande des auteurs qui très souvent, pour ce qu'ils nous en disent, ont des blocages. Et de la participation à un texte en cours leur permet, grâce à ces échanges, ou pas, je ne dis pas, on n'a pas résolu tout, mais leur permet pour la plupart de pouvoir débloquer, évoluer, continuer ou modifier complètement leur projet. Voilà. Ce que je souhaitais aussi poursuivre, c'est que dès la création de textes en cours, quand on a réfléchi avec l'équipe, c'est qu'on s'est dit qu'on allait être un festival pirate. On est arrivé et on a commencé le festival sans aucune subvention. Et on a eu rapidement les
des accords dans des lieux comme la brasserie Le Dôme à Montpellier, qui est un lieu qui accueille les musiciens, des lectures de poésie, des lectures de théâtre, de la philosophie, etc. Donc c'était un lieu qui, pour nous allait nous ressembler et nous ressemble. La difficulté, c'est, un des points de réflexion, c'était aujourd'hui, pour qui est le théâtre et pour qui est la lecture, et de ne pas aller de ne pas inviter, ou du moins de ne pas proposer à un public de s'asseoir dans une salle de spectacle, déjà peut créer une relation différente, moins intimidante, puisque certaines personnes, on peut le dire, voilà, le théâtre, ce n'est pas pour moi, la littérature, ce n'est pas pour moi, la poésie, ce n'est pas pour moi, parce qu'on fait entendre à Texte-en-Cours pas seulement des textes de théâtre, mais aussi du slam. On a pu avoir des récits de voyage. C'est tout ce qui passe le micro et l'estrade. Je voulais aussi rajouter, donc voilà, Pierrat dans ce sens-là, c'est que essayer d'écarter les murs et de désinstitutionnaliser, même si on a des rapports avec les institutions, le rapport à l'écoute, le rapport à la rencontre avec les auteurs, le rapport à la discussion avec les comédiens. On reçoit chaque année environ 100 textes par an. Donc c'est un énorme travail de lecture, donc des textes qui viennent du Canada francophone, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe, là où se parle le français ou là où il y a des écrivains qui écrivent en français. On a aussi une collaboration avec la MAV, la maison Antoine Vitesse, parce que les auteurs, on se dit, qu'est-ce qu'il y a encore en cours ? Il y a aussi les traductions pour le français. Et donc, on fait entendre des auteurs non francophones dans une traduction qui est en cours. Pour la sélection, il faut qu'il y ait aussi donc, le rapport aux auteurs. Comme ça marche sur les coups de cœur, on a une vingtaine de lecteurs qui sont un peu partout dans le monde et qui, pour toujours avoir ce côté pirate, ne sont pas... Enfin, il y a de plus en plus, on vise à ce qu'il y ait de moins en moins de spécialistes du théâtre, pour qu'il y ait une lecture qui soit aussi celle d'un public qui peut-être ne va pas au théâtre aussi. Il y en a eu des lecteurs qui n'allaient jamais au théâtre, qui n'avaient jamais eu un texte de théâtre entre les mains. Et donc c'est créer, ce qu'on souhaite, c'est l'esprit de Texte-en-Cours, c'est à la fois pirate et collaboratif. C'est l'idée que quand on avait commencé, pour les auteurs, comment on peut faire pour ne pas avoir de mur qui s'ouvre devant nous, c'est de dire on veut prendre la place de personne. Il y a des espaces qui sont possibles pour les jeunes auteurs, et c'est là aussi ce que tu dis, les difficultés sont des auteurs non connus avec des textes qui ne sont pas encore connus. Et donc petit à petit, on est en collaboration, on est en réseau, on discute énormément, et c'est ce que j'ai appris au Québec, c'est que la collaboration, c'est ce qui fait la force de tous et de chacun. Voilà ce que je voulais dire, et tu as dit ce qu'il fallait pour... Merci beaucoup. Alors peut-être avant de passer la parole à Thierry Simon, qui a été en résidence à 10 sur 10 pour savoir un petit peu son retour d'expérience. Effectivement, 10 sur 10, vous accompagnez des très jeunes auteurs, des auteurs plus expérimentés. Et c'est vrai que cette mise en relation, à la fois, est très riche pour les auteurs. Et c'est un vrai parti pris aussi d'accompagner la création de textes pour le théâtre à différents endroits. Et j'imagine que ce n'est pas du tout le même accompagnement quand on a affaire à quelqu'un qui écrit depuis 20 ans et qui est publié, et quelqu'un qui en est à son 3e texte. Mais c'est ce qui fait la richesse du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet accompagnement personnalisé des différents auteurs et à l'endroit où ils sont ? Oui, c'est vrai qu'on aime bien que le groupe des 10 auteurs soit très diversifié en âge, en expérience, etc. Donc on se retrouve souvent dans nos résidences avec quelques auteurs très jeunes qui n'ont parfois jamais été publiés, ou si, mais qui ont quand même déjà écrit des textes qu'on a soit rencontrés ou pas. Des auteurs beaucoup plus confirmés, des auteurs dans la moyenne. Enfin, voilà. En fait, on ne regarde pas forcément aussi si l'auteur a de l'expérience, si il sait écrire. Enfin, c'est évident, mais ce qui est
très important, en fait, c'est que quand on reçoit les dossiers de candidature, on se dise cette personne a envie de participer au projet. Il a compris le fond, quoi. Et il a une énorme motivation. Et voilà, et ça suffit. Être jeune, ne pas avoir forcément beaucoup écrit ou même ne pas avoir été publié, ce n'est pas un problème. Si la personne arrive à nous convaincre parce qu'il y a de l'émotion, il est très motivé et il a envie de participer, ben voilà. Après, c'est vrai que pendant la résidence, on fait aussi attention à ce que ce soit bien mélangé, assez équitable en termes d'expérience ou même en tant que, je sais pas, même en tant qu'identité de pays et tout ça, que ce soit bien riche culturellement pour que le groupe arrive à avancer ensemble dans cette entreprise, parce que ce n'est pas évident. C'est quand même, il faut rester 2 semaines tous ensemble, etc. Bon, voilà, c'est moi au bout de 3 jours, tout le temps avec des gens, c'est compliqué. Mais la manière de pouvoir écrire seul dans sa chambre, d'avoir des lieux spécifiques dans le château, etc., permet quand même aux auteurs de pouvoir s'isoler. Et que tous les jours, on prend des repas ensemble. Le midi, le soir, on se rencontre pendant les lectures, pendant 1 heure pour lire ce que l'ébauche, ce que la personne a réussi à faire, d'en discuter, de débattre entre nous, d'encourager, etc. Donc, vous imaginez bien, pour un jeune auteur, c'est assez extraordinaire de pouvoir parler avec un auteur qui a 50 ans, 60 ans et qui a écrit des tas et des tas de pièces de théâtre. Et c'est d'autant plus riche aussi pour la personne qui a déjà beaucoup écrit de se retrouver avec des gens, des jeunes d'un pays d'Afrique, par exemple, ou même de Québec, qu'importe. Enfin, c'est riche pour tout le monde, qu'on soit jeune ou pas. Il n'y a pas de règles, quoi, en fin de compte. Et en général, ça se fait assez naturellement, le choix. Voilà, c'est ça. Je te remercie. Thierry, est-ce que tu veux bien nous donner ton petit retour et ton expérience d'auteur sur la résidence 10 sur 10 ? Oui, très rapidement. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est la question de la résidence collective. Et qu'on soit 10... et qu'il y ait ces moments d'échange autour de chaque étape d'écriture tous les soirs, ça c'est très riche, parce que des résidences collectives, finalement, il y en a d'autres. La Chartreuse, d'une certaine manière, est une résidence collective, mais il n'y a pas ce retour sur travail collectif régulier. Ça débouche sur une lecture éventuellement, mais il y a des échanges informels, mais il n'y a pas quelque chose qui est installé. Donc je trouve ce qui est très riche, c'est ça. Vraiment. Après, je confirme que les conditions de résidence proposées par 10 sur 10 en termes d'hébergement sont assez exceptionnelles et réjouissantes. Et c'est très beau de voir les auteurs circuler dans la journée, dans les premiers jours, errer un peu, puis commencer à s'inquiéter, puis se lancer dans le travail. Et tout le monde n'est pas au même endroit dans la mise en route de ces textes-là. Et puis pour finir, en termes de mise en réseau, pour le travail d'auteur qui est quand même, pour l'essentiel du temps, un travail solitaire, c'est quand même extrêmement précieux. Je donnerai 2 exemples très simples me concernant. Moi, je suis associé pour les 3 ans à venir avec la bénédiction de la DRAC et de la région Grand Est dans un lieu du Grand Est, et je vais ouvrir la résidence avec un bal littéraire, et sur les 4 auteurs, il y en a une que j'ai rencontrée à la Chartreuse et les 3 autres que j'ai rencontrés lors des résidences 10 sur 10. Et ça se fait comme ça, en fait. Et la prochaine création de la compagnie, sur un texte que j'ai fini à la Chartreuse, la comédienne et aussi autrice, j'ai rencontré lors de cette résidence aussi. Donc ça permet vraiment une mise en réseau d'une sorte de micro-république des lettres, pour le dire un peu à la Erasme, mais qui est quand même précieuse, parce que sinon on est un peu seul, et puis c'est dur, et puis je vais pas... Il y a quelques auteurs qui sont aussi metteurs en scène, plus que je ne le suis, et qui bénéficient, qui se lancent dans l'intermittence, mais l'essentiel des auteurs n'est pas là-dedans. Et donc, c'est un peu dur, parfois, financièrement aussi, il faut le dire, et d'être dans ces réseaux permet
pas d'ailleurs que financièrement, mais humainement, d'être moins seul. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très, très précieux. Voilà. Je te remercie. Et donc, tu avais eu l'occasion de voir ton texte joué lors d'un festival. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de comment tu avais vécu cette expérience de découvrir ton texte mis en scène? Très volontiers en parler parce que le premier texte que j'ai vu jouer dans un festival, c'était au festival de Poznan, le tout premier, et il y avait une jeune troupe biélorusse qui avait passé 4 heures. Ils étaient venus en totale autonomie jouer un texte d'un auteur français inconnu dans un lieu inconnu. Et ils avaient passé des heures à la frontière, parce que je ne sais pas si vous connaissez la situation politique de la Biélorussie, mais pourquoi vous passez la frontière? Pourquoi vous allez faire du théâtre? Qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Et dans cette troupe, il y avait Katia, qui travaille maintenant pour 10 sur 10. Et je trouvais que c'était très, très touchant. Et je voulais rajouter une dernière chose. Pour ces festivals qui, pour beaucoup, ont lieu en Europe de l'Est, on a un côté un peu auto-misérabiliste en France, en se disant mais mon Dieu, que reste-t-il de nous, de ce que nous étions, de nos valeurs, de l'humanisme, etc., etc. Mais quand on voit lors de ces festivals tous ces gosses, lycéens ou étudiants, le soir, échanger entre eux après les représentations en français, et l'amour de la langue qu'ils ont, et la maîtrise de la langue qu'ils ont souvent, on se dit... Bon, ça réchauffe très fortement le cœur. Hein. Vraiment, on n'est pas dans un monde ultra américanisé. En tout cas, la présence et les valeurs humanistes que transmet aussi cette langue sont encore très fortement présents dans une forte proportion de la jeunesse de ces pays-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est super, quoi. Merci. Avant de passer aux questions de la salle, est-ce que, si on veut rentrer dans le concret, alors à quelle période on peut proposer, à quelle période ont lieu les appels à projets? Est-ce que les festivals ont lieu toute l'année? À quelle période voilà, je vais vous poser la question un peu générale et on reviendra ensuite plus en détail. Alors, les appels à projets... C'était durant l'été, là, on était en discussion justement tout récemment parce que, avec Silver et Noël de l'équipe pour l'an prochain, où c'est quand même une charge de travail énorme et chacun d'entre nous, moi je suis enseignant, Silver est metteur en scène, comédien, Noël est chef d'entreprise, donc c'est du bénévolat auprès de Texte en cours. Et comme c'est une course de, on va dire, d'août jusqu'à mai, puisque le festival était en mai, l'an prochain, on repousse de quelques mois le festival qui se déroulerait en automne. Et donc l'appel à projet devrait être fait à la fin de l'année, de cette année 2019. Pour jusqu'à janvier à peu près. Donc ça sera annoncé sur la page Facebook de Texte en cours et sur la page WordPress de Texte en cours. Ensuite, c'était ça. Voilà, c'était ça. Et donc voilà, pour dire, c'est vraiment quand on a commencé avec 40 textes la première année, et dès la deuxième année, c'est pour dire que on a reçu 40 textes et dès la deuxième année, on en a eu 90 et ça n'a cessé d'augmenter depuis. Et donc, c'était pour dire que la création francophone, elle est présente. Les jeunes écrivent. Moi qui suis enseignant, je suis ravi enseignant de français, je suis ravi de voir cela et qu'il y a une volonté de se faire entendre. Et que plus il y a de lieux, plus il y a d'espace pour faire entendre les paroles d'auteurs qui soient des auteurs qui ont laissé dans leur tiroir et qui n'osent pas faire entendre leurs mots, ou d'autres un peu plus aguerris. Voilà ce que vous faites avec des mélanges de jeunes auteurs et puis des auteurs plus aguerris. Voilà, moi je trouve ça formidable.
Parce que cet espace-là, il faut l'offrir, ces espaces. Enfin, moi, je milite pour ça. C'est-à-dire que plus il y a de monde, mieux c'est. Plus on est de festivals à discuter ensemble, à voir quels sont nos points communs, à voir comment on peut faire circuler les paroles des auteurs, à faire entendre auprès des scolaires, à faire entendre auprès des publics empêchés, comme on appelle empêchés, ou des publics divers, etc. Bah, en tout cas, c'est mon but en tant que co-directeur de texte en cours, c'est de mener vers ces échanges et de donner ces espaces. Il en faut. La francophonie est très belle et le français est, paraît-il, la deuxième langue parlée ou sera la deuxième langue parlée dans le monde. Donc voilà, il y a du boulot à faire, il y a de la place à offrir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et puis c'est vrai que depuis 7 ans, on voit quand même, ça a commencé uniquement au DOM, il me semble. Et puis les espaces se développent. Ça crée aussi des relais qui soient dans des milieux, effectivement, dans des théâtres peut-être plus institutionnels, mais qui touchent justement des gens de théâtre et qui peuvent donner des résonances autres aussi au projet des auteurs pour leur développement futur. Et puis il y a aussi toujours cette fidélité au DOM et ce public très mixte, du coup, qu'on retrouve, qui est à la fois des gens qui fréquentent le lieu, qui font partie du quartier un petit peu alentour, et des gens fidèles qui reviennent, qui soient de vos réseaux artistiques, tout ça. C'est vrai que ça crée une richesse et un échange, et puis ça permet aussi à des gens qui connaissent le projet par le DOM d'aller peut-être à la Vignette, ou à un moment donné, ça a été effectivement au CDN de Montpellier quand il y avait Rodrigo Garcia. Il y a un écho qui est très beau. Est-ce que tu peux nous parler justement des lieux, du réseau qui se crée ? Oui. Alors, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Déjà, pour rebondir sur ce que je veux dire, le public, quand on a été au DOM, donc a priori, c'est un restaurant, brasserie, et les personnes ne sont pas habituées à aller au théâtre ou à entendre de la lecture. Il y a 7 ans en tout cas, puisque maintenant ça s'est développé, la lecture auprès du DOM. Et on a eu, entre guillemets, un pilier de bar qui est venu s'installer le premier soir et qui est revenu les 3 soirs, puisqu'à l'époque on était à 3 soirs, il me disait « Ah, j'adore, je reviens ». Et ça a recommencé très régulièrement avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre de la lecture, qui n'ont pas l'habitude de voir des comédiens, qui n'ont pas l'habitude d'entendre des textes contemporains, et qui disent « Ah, je vais venir, je reviens, etc. » Et d'année en année, on revoit les mêmes têtes, et nous, ça nous ravit. On ne sait pas ce qu'ils en feront, mais en tout cas, de savoir qu'ils sont à l'écoute, puisqu'une parole est donnée, une parole qui est engagée ou désengagée, de la part des jeunes auteurs vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent, que ce soit l'écologie, la politique, le monde du travail, les violences de l'État, etc., la ZAD. Donc on a vraiment sur 100 textes, puisqu'on a fait entendre 100 textes, on a un paysage social, politique, ou alors de dire mais non, moi je ne m'engage pas, qui est très important. Et pour les lieux, la création des réseaux, avec la vignette... donc le théâtre universitaire, on a monté le théâtre nous a demandé des ateliers texte en cours auprès de personnes qui soient des étudiants ou alors des dentistes, que sais-je, voilà, des actifs, on va dire ça, de venir travailler sur des textes qui ont été proposés à la sélection, ou bien maintenant c'est une commande, voilà, où on commande à un auteur de texte en cours de pouvoir proposer, écrire pour les ateliers. Donc, c'est petit à petit, le réseau, c'est du dialogue. Et que, je reviens toujours à cette idée-là, c'est que sans dialogue, sans collaboration, sans discussion, sans reconnaissance des uns des autres, on voit très bien que les difficultés que connaissent, moi je suis à l'extérieur, j'ai un pied dedans et un pied dehors. On connaît bien les difficultés du monde des arts et de la culture, les financements, comment se faire. Voilà. Donc, de fait d'avoir pu être avec le lieu, la baignoire, d'avoir été avec le CDN, reprise de discussion cette année à Montpellier, d'être avec un théâtre étudiant, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Les discussions que j'ai avec l'étranger, que ce soit avec Chicago, que ce soit avec Lisbonne ou avec Rome, c'est aussi le fait que voilà, des personnes sont venues et un dialogue a commencé. Et à partir de ce moment-là, on se dit, mais quel est notre objectif ? Est-ce que c'est nous en tant que festival ? Non, non. Texte en cours est un outil
pour les auteurs et on évolue. On demande aux auteurs, on envoie un questionnaire disant qu'est-ce que vous avez trouvé de bien, qu'est-ce que c'est qui a été amélioré, etc. Voilà, le dialogue et l'intérêt de savoir, de se dire, voilà, texte en cours, c'est pas Silver, c'est pas Lionel, c'est pas Paco, texte en cours, c'est les comédiens et les auteurs. Et comment leur donner cet espace-là. Voilà, Paco, c'est Noël, c'est son surnom. Voilà, c'est pour ça. Je te remercie. Et avant qu'on revienne à 10 sur 10, je vais en profiter pour questionner Bruno, qui connaît très bien le projet, puisqu'en fait, vous partagez le même territoire. Vous êtes à Montpellier, les projets sont basés à Montpellier. Puis je suis je ne savais pas. Et donc, est-ce que tu peux nous donner le retour de l'auteur par rapport au projet, la résonance, les échanges avec le public et avec ces publics qui sont divers et ces nouveaux publics qui se développent avec le projet? Là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une histoire de confiance et de fidélité, puisque si texte en cours n'existait pas, un des textes que j'ai écrits n'aurait pas existé, puisque en fait, j'écris une trilogie, et le premier tome a été sélectionné dans texte en cours, et puis, je m'étais dit, ça va être une trilogie, en 3 tomes, ça va se passer comme ça, etc. Et puis, j'ai envoyé un dossier de candidature pour le tome 3, où il y avait je vais faire une quiche. Voilà, la pièce commencera comme ça, je vais faire une quiche. J'ai les 5 premiers mots, j'ai pas la suite. Vous voulez du texte en cours? Voilà, c'est en cours. Là, pour l'instant, j'ai rien de plus à vous donner. Par contre, j'ai pas de moteur. Je sais juste que j'ai envie qu'il y ait 3 textes. Je sais à peu près ce qu'il y aura dans le texte, mais là, à l'heure actuelle, ma vie fait que j'ai pas de moteur pour écrire le texte. Et donc tout d'un coup il y a eu la sélection, la confiance, le fait de dire on t'accompagne sur cette trilogie, donc on t'accompagne vraiment, quitte à se planter complètement. Et donc tel jour, telle heure, t'as 2 comédiens qui seront là pour lire ton texte. Donc maintenant écris quoi, vas-y. Et voilà. Et c'est ça qui a permis que le texte puisse exister et être entendu sur texte en cours. Et ce 3e tome vraiment n'aurait pas existé sinon, à part dans les projets. Merci. Pour revenir sur 10 sur 10 et sur la question de laquelle on s'est un peu éloigné, à quelle période on peut candidater à l'appel à projet? Est-ce que les festivals ont tous lieu à la même période sur l'année scolaire, ou comment c'est organisé au niveau de la temporalité pour un auteur qui souhaite participer? Comment vous contactez? Toutes ces questions pratico-pratiques. D'abord, je voudrais revenir. Merci beaucoup Thierry pour ce souvenir. Parce que moi, je suis vraiment très émue que tu as évoqué cet exemple-là, parce que en tant que participante du festival, c'était il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus. J'étais vraiment très touchée par le fait de pouvoir rencontrer l'auteur, mon auteur, parce que en fait c'est ça, analyser comme ça du point de vue des jeunes, soit les lycéens, les étudiants, t'as pas ce contact avec l'auteur. En fait, tu as l'impression qu'il y a une énorme distance, mais en fait c'est pas vrai. En fait, pour franchir ça, il faut un événement qui, d'un seul coup, regroupe tout le monde et tu comprends, c'est un être vivant, il parle avec moi, tout va bien, parce que moi, franchement, les premières minutes, j'étais très émue et ça m'arrive pour la première fois et voilà. Mais c'est quelque chose de très enrichissant et après, tu comprends qu'il n'y a rien d'impossible. Et en fait, ça enrichit beaucoup le travail. Tu comprends mieux quand tu rencontres l'auteur, tu découvres sa personnalité, tu comprends mieux le texte. Et puis les échanges, c'est juste incroyable. Voilà, pour revenir à la question. Donc normalement, l'appel à candidature pour la résidence est lancé en octobre, début octobre. Et il y a 1 mois, 2 mois, pour que les auteurs puissent envoyer leur candidature. Après, il y a le comité qui choisit fait la sélection. Et 10 auteurs sont invités à la résidence. Normalement, c'est en hiver. Là, cette année, en tac-tac, c'était fin année, ça va être la résidence au Sénégal.
Et on va organiser 2 résidences cette année, donc c'est vraiment... c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi incroyable. Donc la deuxième résidence, ça va avoir lieu en février-mars 2020, au nord de la Pologne, en partenariat avec le musée de Solidarność, Solidarité, et le prix Nobel pour la paix. Donc après, pour tout ce qui est les festivals, on essaie d'organiser le calendrier très diversifié. Par exemple, là, en automne, il y aura le festival au Brésil et en Tunisie. En mars, c'est le Sénégal. L'Arménie, c'est fin mars. La Bulgarie, mi-avril. En Pologne, le festival, c'est en juin. Donc, on essaie vraiment de faire le calendrier pour que même les troupes puissent voyager d'un festival à l'autre, pour que les auteurs puissent aussi venir aux différents festivals, parce que parfois, il y a, les pièces, on ne sait pas comment... les troupes sont libres de choisir les pièces. Donc parfois, il y a une pièce qui revient d'un festival à l'autre, et l'auteur a la possibilité de voir comment les Bulgares, comment, je ne sais pas, les Géorgiens, ils voient le même texte. Donc ça, c'est très enrichissant et très très beau comme moment, très 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 émouvant. Pour recevoir les appels à candidature, il suffit d'aller sur le site internet 10 sur 10. Il y a les catalogues qui sont disposés là sur la table. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous pouvez recevoir en fin de compte un mail de nouvelles quand l'appel à candidature va arriver. Donc, mais c'est vrai, ce que Katia disait, c'est en courant octobre. L'appel à candidature est diffusé sur le site, donc il y a un article. Pour la résidence au Sénégal, l'idée, parce que normalement on n'organise que des résidences en Pologne. Et là, c'est assez spécifique. Et c'est à la demande d'institutions telles que l'OIF et l'ambassade de France à Dakar qui nous a proposé de pouvoir organiser une résidence au Sénégal. Et nous, on était assez ravis aussi parce que l'objectif aussi de 10 sur 10, c'est de pouvoir réunir un nombre d'auteurs considérable, mais pas seulement d'Europe ou d'Occident, mais aussi des pays d'Afrique. Nous, depuis le début, on fait tout pour faire venir les auteurs du Cameroun, même sénégalais ou quoi. On en a eu quelques-uns, mais on était confrontés par différents problèmes financiers pour les auteurs, problèmes de visa, etc. Et donc, on a décidé de faire cette résidence à Dakar donc en décembre 2019 pour pouvoir faciliter la venue des auteurs africains, donc de pays africains, à cette résidence. Évidemment, il n'y aura pas que des auteurs africains, parce qu'il y en aura 5 aussi auteurs de pays du Nord qui viendront participer. Voilà, mais on continue. Là, c'est vraiment une résidence très spécifique. Et ensuite, comme disait Katia, la résidence donc sur le thème de la solidarité, avec le partenariat avec le musée Solidarność et sous le parrainage de l'Arva Wansa. Voilà. Donc Donc là, il y a toutes les infos en fait en octobre pour ces résidences. Et voilà. Donc bienvenue. Je te remercie. Et donc, si vous voulez aussi vous procurer les livres 10 sur 10, ils sont aussi disponibles sur le site, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On en a ici aussi. Il y en a aussi ici pour ceux qui souhaitent venir directement voir Iris et Katia. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Katia, par rapport aux élèves et au ressenti de cette rencontre avec l'auteur. Est-ce que d'année en année, il y a des élèves qui éprouvent plusieurs fois cette expérience ? Comment ça s'organise avec vos partenaires dans les structures éducatives ? Est-ce que c'est des professeurs de français qui, d'année en année, suivent des classes et les élèves ont l'occasion de découvrir plusieurs textes dans ce cadre ? Est-ce que c'est une expérience qui est proposée à une classe à un moment? Comment ça se construit, cette relation-là? Alors, les troupes, il faut savoir qu'il y a un vrai mouvement du français par le théâtre, parce que grâce aux formations et aux rencontres qu'on fait via les ambassades et les instituts français qui nous invitent, on propose aux professeurs de monter des troupes de théâtre, mais qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire, on arrive devant des gens qui n'ont jamais fait de théâtre et qui disent « Ah ouais, mais je suis intéressée, mais je ne me lance pas ». C'est assez rare de trouver des professeurs qui ont déjà fait du théâtre ou même monté une pièce de théâtre. Ça arrive, mais ce n'est pas... Donc, déjà, il faut
pousser les professeurs à monter une pièce de théâtre, donc il faut argumenter pourquoi, etc. Ils adorent, mais ils sont un peu gênés au départ parce qu'ils ne savent pas comment faire, même s'ils ont suivi une formation, ils sont très stressés, etc. Donc nous, on a tout un accompagnement personnel, professionnel des professeurs et du groupe de jeunes qu'ils ont pour les accompagner jusqu'au point final. Donc quand il y a des troupes, des spectacles qui se jouent dans les festivals 10 sur 10, eh ben, ce n'est pas gagné parce que nous, on doit travailler à mort pour pousser les troupes à venir. Et en plus, si c'est à l'international, t'imagines l'effort à faire. Donc ça, c'est grâce aussi, en fait, avec le lien, les partenariats qu'on a avec les ambassades ou les instituts, mais aussi avec les associations des profs qui, eux, font le relais sur place dans les pays. Voilà, donc nous, on travaille beaucoup sur ça. Ensuite, quand le professeur arrive avec sa troupe de jeunes dans un festival, ben, il a un choc. Il a un choc parce qu'un choc émotionnel, bon, voilà, ça pleure, d'émotion, de joie, etc. Parce que ce ne sont pas de festivals de concurrence. Hein, on ne joue pas pour gagner un prix. Non, pas du tout. Donc, il rencontre d'autres jeunes. Enfin, vraiment, c'est un moment extrêmement fort pour les jeunes et les professeurs, même nous tous. Et donc, ils jouent le spectacle et après, ils reviennent parce qu'ils ont adoré. Donc, ils veulent revenir la fois d'après. Et ils choisissent soit un texte d'un auteur qu'ils ont rencontré pendant le festival, voilà, un autre. Ils disent « Oh là là, cet auteur, il est super, je vais voir quel texte 10 sur 10 il a écrit, et comme ça, je vais choisir celui-ci. » Ou sinon, ils ont vu un spectacle d'un texte qu'ils ont super adoré, ils disent « Ouais, ça, je veux le monter. » Ou tout simplement, ils se sont procurés les livres et puis ils ont découvert des textes qui vont monter après. Mais voilà, donc ça, c'est ça. Et ils reviennent après. Et puis ils voient une autre troupe qui joue la même pièce qu'ils ont jouée l'année dernière, l'année d'avant. Et là, à chaque fois, c'est assez énorme parce que les jeunes, ils disent « Oh là là, mais oui !» Ils répètent en direct le texte parce qu'ils se souviennent du texte en français. Hein, c'est des jeunes qui ne parlent pas français, quoi. Et ils disent le texte. Et après, les liens très forts se font entre les jeunes parce qu'ils ont joué le même texte, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment super autant pour les professeurs, enrichissant parce qu'ils découvrent d'autres spectacles, d'autres manières de faire, de mise en scène, la rencontre avec les auteurs. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que oui, je te passe la parole. Oui, juste des petites précisions sur le collectif Bande Infinie pour donner des idées aussi peut-être à d'autres collectifs ou à d'autres écrivains qui auraient envie de se mutualiser. Nous, ce qui s'est passé aussi, finalement, c'est que ce sont les auteurs et les autrices d'un même territoire qui se sont regroupés. Tout simplement parce que c'est plus simple quand on n'habite pas trop loin les uns des autres de se retrouver, de se rencontrer, et qu'on a eu besoin de réel, et on a eu besoin de concret, de charnel, de vraiment se rencontrer, de manger ensemble, de discuter vraiment, et pas que par Skype ou par téléphone. On a refusé toute administrationnisation. Donc et alors ça c'est compliqué pour les institutions en face, mais on n'a pas créé de structure, on n'a pas créé d'association, on n'a pas créé de regroupement, parce qu'on avait déjà chacun des compagnies avec lesquelles on travaille régulièrement, donc on a déjà de l'administration qui peut porter ce type de projet, donc administrativement parlant, la Bande Infinie n'existe pas, et je pense qu'on est assez content de ça. Et puis on est sur des formes avec ces bandes sonores qui sont très légères à transporter et à diffuser, ce qui fait il suffit d'avoir de quoi diffuser du son, et aujourd'hui un tout petit objet pas trop cher permet de diffuser du son pour 10, 15, 20, 30 personnes assez facilement, et ce qui permet ça permet aussi au texte d'exister, et d'exister assez facilement un peu partout, et notamment on a eu une présentation de certains textes à Texte en cours il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Et donc, quand ces textes existent, est-ce que l'auteur est présent? Est-ce que l'auteur échange avec le public un petit peu? Quel est le cadre et les retours pour l'auteur sur son texte dans le cadre du collectif et de ses diffusions? Alors ça, on a eu une volonté aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, très particulière, c'est qu'on écrit sous pseudonyme. Donc, on sait qui fait partie de la bande, mais a priori, à part nous, et encore, personne ne sait qui a écrit quel texte. Et donc, du coup,
régulièrement, l'auteur ou l'autrice est présente, mais personne ne sait si c'est lui ou pas. Ce qui peut arriver avec des choses assez formidables où quelqu'un vient te dire « Ah là, le texte que je viens d'entendre, c'est pourri !» alors que c'est toi qui l'as écrit. Ou inversement. Et puis avec... là, c'est très marrant où on voit le public lambda qui s'en fout, mais complètement. Et les pros qui sont là genre « Toi, t'as écrit lequel ?» Non, t'as écrit celui-là, t'as écrit celui-là. Et c'est la seule chose qui les fait travailler, c'est de savoir qui a écrit quel texte. Et voilà. Et c'est aussi pour sortir de cette question de la starification ou de l'identification ou de l'auteur qui viendrait présenter son œuvre. Voilà. Ce qui est important, c'est les œuvres. Et là, donc on a chacun créé un avatar qui écrit ses textes. Et l'objectif suivant, on n'en est pas encore là parce que pour plein de raisons, mais c'est que bientôt on va s'échanger nos avatars, c'est-à-dire que on va écrire à la manière de tel personnage et voilà. Et du coup là, vraiment, même pour nous, ça sera complètement incompréhensible de savoir qui a écrit quoi. Il y a beaucoup de pirates à Montpellier, je vois. Et donc ces retours-là qu'on vous fait de manière générale, vous en parlez ensuite ensemble ? Oui, bien sûr. Ouais. Par contre, Après, on a toujours un long temps de débrief là aussi avec beaucoup d'alcool et où on discute de tout ce qui a été, de tout ce qui s'est dit et aussi ce qui marche beaucoup puisque donc chaque pièce en général est assez courte, c'est entre 10 et 30 minutes à peu près de texte, donc on va toujours les présenter par 2 ou par 3. Donc du coup, selon lesquels on présente, évidemment, même si chaque texte a été écrit dans son coin, il y a des liens qui se font tout d'un coup. Et selon comment le hasard fait qu'on agence les textes, ça crée des échos très très différents aussi. Ouais. Je te remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je voulais savoir si vos textes étaient parfois diffusés sur des médias, radio. Enfin, voilà, est-ce qu'on est obligé d'aller à Montpellier pour les écouter ou bien est-ce qu'on peut les écouter par d'autres biais ? Alors, ça, c'est aussi, oui, effectivement, une chose que je veux dire, c'est dans la facilité, c'est sur le web et sur la possibilité qu'on a du coup de diffuser les œuvres. Avec chaque pièce, il y a une fiche d'écoute qui explique comment il faut écouter la pièce. Donc, par exemple, on a une pièce où il faut qu'on soit dans une chambre dans le noir avec une source lumineuse à un endroit précis. Voilà. Et donc, l'objectif étant que systématiquement, si cette pièce est jouée, elle soit jouée dans ce cadre-là, assez précis. Et voilà. Et après, les textes sont sur donc les bandes audiomatographiques sont disponibles en libre accès sur Internet. Donc il suffit sur votre moteur de recherche préféré de taper audiomatographiie en règle générale pour l'instant. Et il n'y a que nous qui sommes référencés là-dessus. Et on tombe alors on tombe sur justement les avatars et après on clique sur l'avatar et on a sa biographie. Et ensuite, on a les différentes pièces qui existent. Et on fait confiance à la personne qui l'écoute pour, ne pas en tirer de profit financier. C'est-à-dire que pour tirer quand même du profit financier d'un théâtre contemporain, pour 5 à 10 spectateurs, il faut être super fort. Donc si quelqu'un y arrive, en fait, même s'il me prend toute la thune que j'aurais jamais pensé me faire, c'est pas si grave que ça en fait. Et on fait confiance à la personne sur sa capacité à écouter le texte et à respecter la fiche d'écoute qui a été donnée, voilà, qui sont plus ou moins contraignantes selon les textes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire qui n'ont pas été évoquées sur vos projets ? Une toute petite chose, on est beaucoup en dialogue avec d'autres jeunes initiatives de jeunes festivals. Je pense notamment au festival En Acte à Lyon et le festival Lincéus en Bretagne, où on discute pas mal pour faire des ponts entre nos initiatives qui sont pas forcément les mêmes, mais qui partent des auteurs. Voilà. Je voulais penser à eux.
Une chose aussi, ce que, par rapport à la question, c'est que c'est important aussi, au-delà d'un festival, c'est de faire entendre des textes, comme tu as dit, donc, qui est axé au audiomatographe, chic. Et donc aussi, c'est pour la radio, voir avec une radio locale à Montpellier, Radio FM+, pour faire entendre l'an prochain des textes en cours, et sans doute pas que. Voilà, en tout cas, notre obsession, je ne vais pas dire mon obsession, mais notre obsession, c'est d'ouvrir et de vraiment de faire entendre et de donner, de dire voilà, ça existe. Et il y a parmi tous les textes qui sont écrits aujourd'hui quelque chose qui peut vous intéresser, et surtout de dire, que ce soit moi aussi à l'école en tant que professeur ou avec les projets qu'on a scolaires, c'est de dire attention, le théâtre, qu'est-ce que c'est que le théâtre? Est-ce que c'est seulement dire un texte? Est-ce qu'il n'y a pas un accès à une culture, etc., etc. Et ça, c'est aussi tout un travail, voilà, avec des discussions tout à l'heure ensemble pour voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, de réfléchir, il y a toutes les possibilités du monde. Voilà. Il faut de l'énergie, de l'huile de coude et de la bonne volonté. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce matin et d'avoir donné autant d'informations et de clés sur les projets que vous menez pour les auteurs francophones. Les projets, malheureusement, en destination des auteurs ne sont pas si nombreux, et on tenait vraiment à mettre en avant ces projets qui nous tiennent à cœur, et vous aussi en tant que personne, puisque vous y mettez beaucoup d'énergie, et bravo à tous. Et merci pour ces informations que les auteurs et les gens qui sont sensibles à la francophonie pourront retrouver sur la plateforme Regard, donc pendant toute l'année, pour vraiment avoir accès à ces informations. Il y aura aussi vos contacts pour qu'on puisse vous contacter et donner vraiment une résonance à tout ça, au-delà de ce jour J, se tenter, parce qu'on pense que c'est important. Aussi, nous, qui sommes l'étape suivante, la mise en plateau du texte, on sait que le texte est là au plateau parce que l'énergie des auteurs est au service des metteurs en scène. Et cette collaboration, il ne faut pas oublier cette étape précédente. Et c'était important pour nous d'en parler avec vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Pour le collectif Bande Infinie, texte en cours, Drame Éducation 10/10. Et à très bientôt.